Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour cette nouvelle émission d'Élémentaire. Bienvenue pour cette nouvelle année également, une année qui va être riche. On va parler cette année beaucoup de Jeux Olympiques, mais on va aussi parler de qualité de l'air, bien entendu, sachant que sur le village olympique, on va retrouver des traitements, notamment extérieurs sur les particules fines. On va trouver aussi des traitements sur l'amélioration de la qualité de l'air dans le village olympique, le village des athlètes, le village des journalistes. Donc tout ça fait l'actualité. Autre point aussi que l'on voit dans l'actualité, c'est un petit peu moins drôle, mais on est toujours là aussi pour faire prendre conscience que cette qualité de l'air, elle est non seulement nécessaire, mais il faut que chacun s'en empare pour toujours considérer que on a beau avoir le réflexe de respirer, si pendant 2 minutes on n'a pas d'air, notre vie peut être grandement mise en jeu. Et notamment, là, on a ce matin, en Isère, défaillance d'un poêle, justement, et d'un système de chauffage qui a fait un mort au monoxyde de carbone. Cette prise en compte de la qualité de l'air, elle est un peu comme ce monoxyde de carbone. On ne la voit pas, on ne la sent pas, mais par contre, il faut vraiment y faire attention en prévention et je dirais même en maintenance des systèmes ou en installation plus que convenable, de manière à être, je dirais, bien préservé. Au même titre que, une bonne nouvelle, avant d'attaquer l'émission, une bonne nouvelle, dans le monde, la cigarette a réduit de 20 à 25% en usage. Par contre, soyons vigilants, parce que déjà, on a des signes que les lobbies des cigarettes vont réagir pour essayer de nous faire encore plus à accepter que c'est une bonne chose de fumer. Moi, je rappellerai juste un chiffre. Ça rapporte à l'État 14 milliards la cigarette sur les taxes, mais par contre, en coût de la santé direct et indirect, c'est 75 000 morts, mais c'est surtout aussi 120 milliards de coûts derrière. Donc, à un moment donné, voilà un effet positif de ne pas fumer, c'est rentable et c'est surtout très bénéfique pour la santé. Pour nous et pour ceux aussi qui ne fument pas, puisque le tabagisme passif, c'est quand même 5% des affections au total de ceux qui fument. Donc c'est quand même extrêmement lourd. On va avancer sur cette émission. On va parler aujourd'hui vraiment pour l'action en faveur de la qualité de l'air au travers de 3 associations notamment. On va balayer le spectre de l'extérieur, de l'intérieur, d'associations récentes, d'autres plus ancrées dans la durée. Et je reçois tout d'abord autour de ce plateau, et on va évoquer comment bien prendre en compte cette qualité de l'air et pourquoi il faut bien la prendre en compte, avec le professeur Denis Charpin de l'APPA, l'association de prévention de la pollution atmosphérique. Bienvenue Denis, bienvenue parmi nous professeur. Merci. C'est la première fois que vous venez sur l'émission? Oui, c'est la première fois. Pas trop intimidé? Pour l'instant, so far, so good. Bon, alors si tout est bien parfait. À votre gauche, vous avez Tony Renucci. Tony, qu'on connaît bien ici sur l'émission. Comment vas-tu, Tony? Très bien. Bonne année à toi. Merci, également. Bonne année à tout le monde. Voilà, tu as une actualité qui est riche aussi. Dès ce matin, il y a des petites choses, il y a des études qui sont tombées. SUV, gros véhicules, polluants, encombrants. Et tout y compte qui va avec. Voilà, il y a plein d'effets. Pascal Housset, bienvenue Pascal. Bonjour Nicolas. Alors toi, tu es le président de l'Association française de ventilation. Et également aux membres du Conseil national de l'air et aussi à la FFB, notamment sur les métiers du génie climatique. L'UMGCCP. Voilà, pour parler de la ventilation un peu aussi, et de l'Association française de ventilation, puisque la ventilation fait partie du génie climatique finalement. Tout à fait. Une association, on en reviendra dessus tout à l'heure, qui est complètement l'énergétique associée à la qualité de l'air. On ne peut pas le dissocier du tout. Et puis en grand témoin aujourd'hui, en grand témoin, je dirais, Fabien, tu as ton siège parmi nous, et toujours avec cet œil et cette réflexion éclairée. Docteur Schinazi, bonjour, bonne année Fabien. Merci, bonne année également à tout le monde. Et j'ai raté la dernière émission, tu sais que j'avais été souffrant de problèmes respiratoires et de crise d'asthme avec une bronchite asthmatiforme, mais
voilà, aujourd'hui je vais beaucoup mieux et ça me fait très plaisir de revenir dans l'émission. Eh ben, on est heureux aussi de te recevoir et d'espérer qu'on va te retrouver très très longtemps, mais surtout, hein, c'est sur l'éclairage que tu peux avoir, puisque tu es membre du Haut Conseil de la Santé publique, et on est vraiment dans les sujets où une bonne dilution d'air dans un bâtiment ou traiter celle qui arrive de dehors va permettre également la limitation des pathologies, mais surtout aussi la limitation des concentrations de polluants et des virus et des bactéries notamment, mais on reviendra dessus sur le sujet. Alors juste pour présenter un petit peu et rentrer dans le vif du sujet, qui est la PPA? Honneur à Denis de démarrer sur le sujet et de nous parler, bien évidemment, on est là pour parler au plus grand nombre aujourd'hui, dans ce cher particulier chez eux, de ce qu'il faut bien faire. Et la PPA, c'est quoi? Et quelles sont ses actions? Quels sont ses leitmotivs, justement, et cette envie de toujours aller plus loin pour faire prendre conscience? Eh bien, la PPA est une association ancienne, puisqu'elle a été fondée en 1958. Elle est nationale, puisqu'elle elle a des ramifications en région. Et sa particularité, c'est qu'elle veut diffuser un message scientifiquement validé. Et donc, ces bénévoles, qui appartiennent à des champs disciplinaires très variés, sont là justement pour diffuser des informations valides, et ces informations ensuite sont diffusées à la fois à certaines branches professionnelles, aux institutions aussi. Par exemple, la PPA a été très sollicitée lors des discussions sur le plan national, le 4e plan national santé-environnement, et puis aussi vers les citoyens. Et ce qui nous paraît particulièrement important, c'est justement d'accompagner les citoyens, parce qu'on voit bien qu'il y a toutes sortes de technologies aujourd'hui dans ce domaine-là. Et ce sont des technologies que les citoyens s'approprient très difficilement. Par exemple, les chiffres concernant la pollution de l'air, bien sûr, ils sont disponibles sur Internet, mais personne ne peut assimiler ces données. Donc la PPA est là pour faire bien comprendre les enjeux. Alors je vous donnerai deux exemples d'action de la PPA. Tout d'abord, un exemple dans le domaine de la santé environnementale des femmes enceintes et des jeunes mamans, qui est le programme Femmes enceintes environnement santé, en abrégé le programme FAE, qui au travers des sages-femmes ou bien directement auprès des futurs et jeunes parents, diffuse des informations sur ce qui est nocif dans l'environnement, l'environnement inhalé, donc ce qu'on respire, les aliments et les cosmétiques. Donc sur ces trois champs, faire les bons choix pour faire que le fœtus qui va arriver ou qui est en gestation... Et là, on rentre dans le cadre de la prise en compte de ce qu'on appelle l'importance des 1000 premiers jours. Exactement, oui, les 1000 premiers jours, c'est-à-dire à partir de la conception jusqu'à la fin de la 2e année, cette période cruciale où beaucoup se joue du développement somatique et intellectuel du futur enfant. Alors, un deuxième exemple, ce sont ce qu'on appelle les conseillers en environnement, conseillers habitat santé, qui sont des personnels auxquels les médecins font appel quand la pathologie, les symptômes des patients qu'ils ont en phase 2 sont en partie liés, en tout cas, aux conditions de logement. Donc, ces personnels qui sont formés spécifiquement au travers d'un diplôme universitaire vont se rendre chez la personne et puis surtout s'entretenir avec les occupants, faire le tour du logement, faire des différents mesurages, et à l'issue de tout ça, rédiger un rapport qui est envoyé bien sûr au médecin qui en a fait la demande, et aussi à la personne. Mais tout ne s'arrête pas là, parce qu'une fois que le constat est fait, il s'agit d'essayer de remédier à la situation, essayer de contrôler la source de pollution. Et c'est là que la difficulté commence, et c'est là aussi que naît la nécessité d'avoir toute une chaîne d'intervenants, parce que finalement, souvent, il faut faire des travaux, il faut savoir quels travaux faire, combien ça va coûter, à qui faire appel. Est-ce qu'ils ont la capacité de le prendre en charge dans le cas des travaux, parce voilà, que c'est aussi financièrement, un élément, on en reparlera
avec justement Pascal tout à l'heure aussi, c'est vraiment un point important. Moi j'avais une question, est-ce qu'on a besoin absolument pour ce diagnostic, finalement c'est un diagnostic bâtiment santé, on pourrait quasiment le qualifier comme ça, est-ce qu'on a vraiment besoin que le médecin dise il faut que le conseiller se déplace parce qu'il suspecte peut-être par une pathologie qu'a le patient, ou est-ce que quelqu'un chez lui peut avoir affaire directement à un conseiller justement en habitat santé ou en environnement? Oui, alors c'est une bonne remarque, parce que je trouve un peu limitatif de dire que seul le médecin est habilité à demander cette visite. Pour moi, non, j'ai une position plus souple, c'est-à-dire toute personne qui professionnellement vient dans le logement, une infirmière, un travailleur social, et dont l'esprit est éveillé, qui fait cette constatation, ensuite transmet au médecin qui, lui, déclenche la procédure. Mais effectivement, il faut avoir, je crois, une ouverture beaucoup plus large, parce que les médecins aujourd'hui sont on a du mal déjà à les joindre. Je dois le dire, comme je suis médecin, sont peu informés de ces thématiques. Et donc, il n'est pas inutile que l'entourage, au sens large du patient, soit aussi à même d'engager cette procédure. Alors on rentre vraiment là dans un cadre qui est extrêmement important, et je vais me rapprocher de Tony, c'est tout un chacun, comment on peut le sensibiliser encore plus, et allez, je jette une évidence, est-ce qu'il est assez informé et est-ce qu'il a assez conscience, est-ce qu'on a assez conscience soi-même de l'importance de respirer, de bien respirer, de la bonne qualité de l'air? Alors, probablement jamais assez. Mais par contre, c'est vrai que quand on sonde les Français, et on l'a fait d'ailleurs avec Fabien Schinnesi. Vous faites beaucoup d'études, oui, avec Respire. Un sondage national sur les perceptions de la qualité de l'air par les Français. On se rend compte quand même qu'il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on imaginait. Par exemple, quand on demande aux Français s'ils sont conscients des risques de la pollution sur leurs enfants, on a quand même 89% des Français qui sont au courant de ces risques. Donc c'est quand même beaucoup plus important même que ce qu'on imaginait. Quand on leur propose aussi des solutions dans un plan d'action qu'on avait soumis, les premières solutions qui arrivent en tête sont d'ailleurs sur l'air intérieur, sur la salubrité des logements, sur les outils de renouvellement de l'air aussi. Donc finalement, il y a une prise de conscience qui est quand même plus forte que ce qu'on pourrait imaginer, qui était d'ailleurs une bonne surprise pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer sur la prise de conscience, bien sûr, de la population. Mais finalement, maintenant, le sujet, c'est la concrétisation. De passer à l'action. En actes et en politique publique. Non pas que rien ne se fasse. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des choses qui se font. Au niveau national. On voit la qualité de l'air déjà qui s'améliore depuis 30 ans en France, quelque part. Oui. Bon, mais l'extérieur. Je ne sais pas si c'est lié qu'aux politiques publiques qui sont menées, ça y contribue sûrement, mais enfin, je pense qu'il y a aussi un progrès technologique, notamment dans les véhicules, quand même, qui a beaucoup aidé. Système de chauffage. Mais maintenant, système de chauffage peut-être, mais maintenant, si on veut vraiment se rapprocher le plus possible des recommandations de l'OMS, ça passera aussi par des politiques publiques structurelles qui soient beaucoup plus audacieuses. Et dans ce cadre-là, justement, quel type d'action l'association Respire, parce que c'est vrai une association d'action, quel type d'action que vous avez engagées ont bien porté leurs fruits? Et puis, peut-être juste un petit mot là sur l'actualité de ce matin sur les SUV que tu disais en préambule. Nous, nos actions, elles sont de plusieurs types. Il y a ce qui est de l'ordre de la prise de conscience pour la population, donc notamment via des études, via des sondages, via aussi du plaidoyer qu'on fait auprès des acteurs publics. Alors il y a des victoires qu'on a remportées, mais si je les cite, ça va paraître un peu peut-être mineur par rapport aux enjeux quand même réels. C'est vrai qu'on a obtenu par exemple le contrôle technique sur les 2 roues motorisées, donc il y a un impact, mais c'est pas non plus la seule mesure qui va changer radicalement les choses. Et maintenant, ce qu'on souhaite, c'est vraiment beaucoup plus avancer sur des sujets, soit par exemple qui concernent l'air intérieur, soit aussi la qualité de l'air aux abords des écoles. Et là, ça devient déjà un peu plus compliqué d'obtenir des avancées au niveau des élus. En ce qui concerne les SUV, là, on est aussi sur un sujet industriel français, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les constructeurs automobiles inversent la tendance et plutôt que de tout miser sur des gros véhicules qui sont plus polluants et en plus encombrants aussi, intègrent dans la fabrication de véhicules neufs des plus petits véhicules, des véhicules plus légers et bien sûr électriques. Et l'intérêt du sondage qu'on a fait donc avec Clean Cities et avec Opinionway qui est sorti aujourd'hui, qui ne concerne que la ville de Paris, hein. Je précise, donc c'est un sondage auprès des Parisiens.
c'est qu'on voit quand même que quand on demande aux Parisiens s'il faut un tarif spécifique sur le stationnement des SUV, qui est d'ailleurs la proposition d'Anne Hidalgo qui sera soumise au vote le 4 février, effectivement, on a 61% des Parisiens qui y sont favorables, on a 56% des Parisiens qui ont une mauvaise opinion des SUV, et on a 40% des Parisiens qui estiment qu'il y a trop de SUV en circulation à Paris. Donc là encore, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience qui est quand même assez élevée, qui est majoritairement, on va dire, contre les SUV, même si, bon, ça reste quand même un véhicule aussi populaire, hein, et c'est aussi ce qu'on voit quand même dans le sondage. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir ce soutien, à la fois d'une collectivité, mais d'autres aussi l'ont fait, hein, comme Lyon, où ils pensent, comme à Bordeaux, par exemple. Et en même temps, d'avoir aussi ce soutien de la population pour avoir plus de force et essayer aussi d'inverser les choses auprès des constructeurs automobiles. C'est aussi des arguments pour dire au gouvernement, maintenant, quand vous négociez sur les contrats de filière avec les constructeurs, faites en sorte de leur imposer ces choses-là. Le constructeur, justement, automobile, puisqu'on parle de ce sujet, est-ce qu'il y a déjà certains un petit peu plus en réflexion ou en action que d'autres, ou plutôt comment ils reçoivent ce genre d'informations? Est-ce que c'est quelque chose qui les contraint, qui les embête, ou ils se disent oui, on a quand même quelque chose à faire, il va falloir qu'on y réfléchisse, ou on a déjà commencé à le faire? On est dans quel positionnement là en ce moment? Enfin, on voit naître beaucoup de ces réflexions, hein, donc on est peut-être au début de quelque chose aussi. Oui, non, mais en même temps, ils investissent quand même et on voit quand même des véhicules plus légers, mais c'est pas le cœur du business, parce que c'est pas là qu'ils font le plus de marge. Donc aujourd'hui, de toute façon, la part des SUV dans les véhicules neufs, elle a considérablement augmenté depuis même plus de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est sur ces véhicules-là qu'ils font le plus de marge. De toute façon, c'est quand même 59% plus cher qu'un véhicule standard. 59% quand même. Oui, hein. En moyenne. Alors quand on pense, et Pascal va réagir, quand on pense que la ventilation, ça coûte pas très cher, mais chez soi, finalement, on n'y pense pas spécialement, mais par contre, pour mettre une voiture, on est prêt à mettre beaucoup d'argent. En tout cas, c'est plus rentable, c'est plus rentable pour les constructeurs. Bien sûr, bien sûr. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réflexion ou de stratégie ou d'investissement sur d'autres types de véhicules, mais c'est pas le cœur du business. Pascal, justement, pour l'Association française de ventilation, et donc on vient de passer de gros consommateurs un peu d'énergie, même si on fait ce qu'il faut, mais aussi on a une part d'enveloppe de ce monde de l'automobile qui est fort. Comment trouver sa place et comment faire prendre sa place à la ventilation pour avoir et vraiment porter maintenant ses lettres de noblesse pour dire non, la ventilation, je sais que tu le dis souvent et ici aussi, la ventilation c'est le poumon de l'habitat. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je le dis, mais je tiens à rendre l'expression au docteur Schinnasi qui, effectivement, est à l'origine de cette expression et que j'aime à reprendre puisqu'elle est avérée. Oui, je voudrais juste rebondir, si tu me le permets, Nicolas, quand même rapidement sur la mobilité. On en avait déjà parlé un peu dans cette émission à d'autres occasions. Je veux parler de la mutation des entreprises du bâtiment sur les véhicules des entreprises du bâtiment. Il y a une vraie mutation qui se fait, il y a un vrai engagement en cœur de ville, hein, alors c'est vrai à Paris, c'est vrai à Lyon. On a en tout cas dans le monde du génie climatique de plus en plus d'entreprises qui se sont mis à la mobilité verte, hein, vélo, des choses, véhicules électriques, etc. Donc on a une mutation qui est en train de s'opérer avec une vraie volonté d'y aller, même si aujourd'hui on considère que malheureusement nous n'avons pas des solutions de véhicules adaptés pour les professionnels. En termes de... Parce que là, on parle du poids hein, des SUV, mais pour les utilitaires, c'est aussi un sujet. Voilà, mais je tiens à souligner quand même la vraie volonté des entreprises du secteur du bâtiment, et notamment du secteur de la génie climatique qui concerne la ventilation, d'être exemplaire aussi en ce sens, et de remplacer tous ces véhicules diesel pour pouvoir travailler avec des véhicules propres ou moins sales, comme nous le disait souvent notre ami Jean-Luc Fugit. Alors, dans cette prise en compte, je dirais, et de la ventilation, et de ce bon air à l'intérieur, parce que, on va paraphraser, mais le poumon, la ventilation, pour qu'elle soit le poumon du logement ou du bâtiment, c'est pas très compliqué, on fait rentrer de l'air, on va le filtrer à la base dans l'idéal, hein, comme le fait un peu notre nez, on va descendre par notre trachée sur les poumons, et là, il va s'opérer, je dirais, un équilibrage de température aussi, parce que le temps que ça descende pour arriver sur les poumons complètement froids, qui n'a pas respiré de l'air très froid ou très chaud qui est gênant à ce niveau-là. Il faut bien aussi avoir ce phénomène je dirais, de régulation. Et une fois dans les poumons, l'air, il va opérer une dilution et un échange, et ensuite, on va expulser cet air vicié
de manière à pouvoir laisser la place pour reprendre un peu de l'air neuf et avoir nos organes qui fonctionnent aussi très bien. Hein, je profite là d'utiliser, il y a des études aux États-Unis, hein, notamment sur l'environnement santé qui est ressorti. Hein, les niveaux de pollution, on le trouve au niveau des COV, on le trouve aussi au niveau des CO2. Plus la pollution augmente et plus on voit les capacités cognitives des personnes qui diminuent. Et ça, on le rapproche dans les milieux scolaires, on peut le rapprocher chez nous. Il y a également, je fais une parenthèse, il y a MaPrimeAdapt qui aussi arrive. On parle aussi de PrimeRénov'. Et dans MaPrimeAdapt, une prise en compte aussi de la ventilation est importante parce que des personnes qui sont obligées de rester très longtemps chez eux, à un moment donné, il faut qu'ils aient un bon renouvellement de l'air parce que on sait aussi que une activité limitée, mais des organes moins alimentés, on va se retrouver avec des muscles, on va se retrouver avec de la réflexion, du cognitif moins, je dirais, moins alimenté. On va peut-être aussi avoir des personnes qui vont contribuer à ça, à des pertes d'équilibre et autres. Donc on a un vrai rôle aussi de la ventilation sur ce plan-là. Et donc du coup, avec l'Association française de ventilation, vos actions, vos ordres de marche par rapport à tout ça, parce qu'il y a quand même grand sujet. Je voudrais rebondir, effectivement, tu as parlé, Nicolas, de MaPrimeRénov', hein, et de l'ANA. Donc on parle beaucoup des travaux d'ampleur dans la rénovation des bâtiments. Donc on s'inscrit bien évidemment dans cette démarche ambitieuse. Hein. Rappelons, l'ambition, c'est plus de 200 000 rénovations d'ampleur pour 2024, et je pense que ça s'étalera aussi sur d'autres années. Cependant, on peut regretter une chose pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la ventilation et la qualité d'air intérieur. Pourquoi ? Puisque dans les premières propositions de texte de MaPrimeRénov' de l'ANA était bien spécifié, l'adage aussi qu'on répète souvent à l'AFV, c'est pas de rénovation sans ventilation. Et il était écrit dans les textes que lorsqu'on rénove un bien, avec un accompagnement d'aide consistant, il y a l'obligation effectivement de traiter la ventilation, ce qui semblait tout à fait une bonne chose, puisqu'on constate trop souvent des rénovations. On a tendance à faire des cocottes minutes, des rénovations. On faisait des bouteilles thermos, et avec les températures qui augmentent, on a des cocottes minutes. En opérant complètement les systèmes de ventilation. Et malheureusement, ça n'a pas été repris dans le texte final et non plus dans les certificats d'économie d'énergie. Donc, la Nation française de ventilation, nous sommes mobilisés actuellement pour faire évoluer les textes. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion demain de m'exprimer sur ce sujet lors d'une conférence. Très bien. Alors justement, on n'en a pas fini parce que ça fait quand même des années et des années sur le sujet, sur la ventilation. On est face à des prises en compte qui sont, je dirais, réglementaires au niveau des débits, puisque on sait que on doit être dans un volume d'air respirable à minima et on doit être aussi dans un renouvellement de l'air à minima qui nous permet d'assurer que je dirais, notre corps fonctionne bien. Et ça, c'est important. N'oubliez pas, vous qui êtes chez vous, hein, à un moment donné, j'étais ce matin une visite sur une école où il y avait peu de renouvellement de l'air et quand un élève se sent pas bien, on avait tendance, et cette expression est ressortie, va t'aérer, va prendre l'air dehors, tu seras mieux. C'est quand même terrible d'avoir des réflexions et des éléments comme ça peut faire sourire, mais ça veut bien dire que dans la classe, à un moment donné, il va falloir aussi qu'on traite cela. Il y a un grand plan aussi de rénovation des écoles, ça, Pascal, tu peux en parler ? Oui, effectivement, il y a un programme ambitieux qui a été proposé déjà depuis un peu plus d'un an, hein. Plus de 40 000 établissements scolaires à rénover à la fois sur la partie thermique, parce que là aussi il y a des lacunes, mais bien évidemment profiter de ces dispositifs pour traiter d'une manière efficace les sujets de la ventilation et de la qualité d'air intérieur. Et si tu me permets, Nicolas, je voulais rebondir sur un point tout à l'heure sur ce qui a été exprimé sur les problématiques santé dans des bâtiments existants, hein, notamment en logement. Nous, il y a un sujet sur lequel on se bat également au sein de l'Association française de ventilation, c'est la maintenance. On le voit, ça a été dit par l'accident que tu as indiqué ce matin où il y a eu malheureusement un mort. On voit bien avec les chiffres qui sont apportés avec des problématiques santé quand même considérables et qui augmentent d'année en année. Hein, je parle sous contrôle des experts. Nous, on prône et on répète, il faut de la maintenance. Il n'y a pas assez de maintenance. À partir du moment où la maintenance est bien établie sur les bâtiments, qu'ils soient collectifs ou non collectifs, d'ailleurs individuels de même façon, eh bien, on évitera
évitera ce genre de problématique parce que ça nous permettra d'anticiper les phénomènes et de pouvoir régulariser une bonne partie des soucis. Alors peut-être qu'on ne va pas tout éradiquer tout de suite, mais on permettra de régler. Donc il faut absolument que les bailleurs, les propriétaires, etc., les copropriétés mettent en place des maintenances, des contrats d'entretien. D'ailleurs, on a fait des propositions de contrats de maintenance. Il faut qu'on arrive à des obligations qui permettront à ce que les propriétaires fassent le nécessaire sur ces bâtiments, avec des programmes aussi qui soient bien suivis et qui soient efficients, qui permettent d'éviter ces pathologies qui sont très récurrentes et qui augmentent. Oui, et puis surtout, à partir du moment où on va dire « ouais, vous êtes obligé de faire », on a toujours cet esprit un peu, je dirais, frondeur gaulois qui dit « ouais, si on m'oblige, moi, je veux faire ce que je veux ». On va avoir aussi ça, donc on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, justement sur qu'est-ce qui est à mettre en place justement pour vraiment faire prendre conscience. On n'est pas là pour embêter les gens, au contraire, on est là pour essayer de leur faire du bien, de les faire bien respirer. Et quelqu'un qui respire bien, j'avais parlé avec le docteur aussi François Carré, qui est cardiologue, et qui dit c'est pas normal d'avoir des problématiques cardiaques sur des enfants de 16 ans, alors que logiquement on les retrouve à 65 ans parce qu'on a une inactivité physique, donc pas suffisamment je dirais, d'utilisation de notre corps et au niveau respiratoire et au niveau musculaire, autres, avec tous les bienfaits que ça. Donc bien respirer a des bienfaits. Donc il va pas falloir qu'on passe à côté du tout de cela, mais je pense que c'est une grande lame de fond qu'il faut qu'on amène en douceur et le faire aussi prendre conscience, pas par une contrainte exacerbée, mais par une conscience, tout simplement. Fabien, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça ? Ah bien, moi, ça m'inspire que nous allons tous dans la même direction. Très bonne nouvelle, ça. Que ce soit les associations, que ce soit les différentes agences, institutions, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité de l'air et de notre environnement, clairement. Mais nous avons aussi des indicateurs. Et les indicateurs sont très utiles pour savoir si les choses vont dans le bon sens, puisqu'on œuvre tous dans la même direction, mais il faut voir aussi si les indicateurs nous montrent qu'on avance bien. Alors, si je regarde, parce que le Haut Conseil de la santé publique a fait une évaluation des plans nationaux santé-environnement et a regardé les évolutions de la pollution atmosphérique. Donc je suis là dans la pollution extérieure. Bon, on voit bien qu'effectivement, pour un certain nombre de polluants qui sont mesurés régulièrement par les associations de surveillance, on voit que ça diminue régulièrement depuis quelques années, pas pour tous les polluants. Je dirais que pour l'ozone, par exemple, c'est resté stable. Et donc, ce qui veut dire que les polluants primaires qui sont émis, on peut améliorer la situation, que pour les polluants secondaires, avec le changement climatique et le réchauffement, c'est un peu plus difficile. Mais quand je dis que c'est un effet positif et que les concentration de polluants diminue, il faut regarder aussi les valeurs sanitaires. Or, comme tu le sais, l'Organisation mondiale de la santé a proposé des valeurs en matière de particules, de dioxyde d'azote, et là, j'allais dire, on en est bien loin. Et donc, ça veut dire que si on va tous dans la même direction, il faut que nos actions soient encore plus importantes. Et, ne rien lâcher. Et voilà, il faut continuer. Alors que ce soit dans la pollution atmosphérique extérieure, pollution ambiante, mais aussi dans l'air intérieur. Parce que dans l'air intérieur, on s'aperçoit qu'il y a souvent, alors Tony l'a dit également par rapport au sondage auquel j'ai participé, il y a une prise de conscience, certes, mais prise de conscience ne veut pas dire action. C'est-à-dire quand on regarde ensuite, bon, bien sûr qu'on est conscient que notre environnement peut être délétère, défavorable à notre santé, et en particulier la qualité de l'air, notamment intérieur, mais après, quelle action on met en place? Et c'est pour ça que je revenais à ce qu'a dit Denis par rapport aux conseillers en environnement intérieur qui aident et accompagnent les patients, tout d'abord les patients, parce qu'ils sont les plus vulnérables à une mauvaise qualité de l'air intérieur, mais je rejoins aussi ce que disait Tony, par exemple, les rues où il n'y a pas de véhicules. On parlait des gros véhicules polluants, mais aussi d'éviter la pollution de proximité. Car nos enfants respirent un air, certes, qui est avec des polluants émis à l'intérieur, mais aussi avec des polluants qui viennent de l'extérieur. Et donc, il faut qu'en matière de pollution de proximité, notamment auprès des populations les plus fragiles, et notamment les écoles, on fasse, ou des crèches, qu'on fasse des efforts pour limiter la circulation automobile autour de ces établissements. Alors, ça commence à se faire, mais pas autant qu'on le souhaiterait. Donc, on a des effets positifs, on voit, et il suffit de voir ce qui s'est passé pendant le confinement, pendant le Covid,
les choses se sont grandement améliorées pendant cette période. Alors, on a vu en l'espace de 15 jours tomber de 28% la pollution extérieure. Clairement, et après, on a repris nos activités, on les a accélérées et on a remis une louche qui était de 35%. Et voilà, il y a le rebond, qui a été fait. Malheureusement, on n'a pas tenu compte des efforts qui avaient pu être faits et qu'on pourrait poursuivre. Et donc, ce rebond, voilà. Et moi, je m'aperçois qu'on a repris nos anciennes habitudes avant le Covid et qu'il faut poursuivre, évidemment, tous nos efforts pour améliorer la qualité de notre environnement. Alors, on voit que ça avance, mais à mon avis, pas suffisamment, car nos indicateurs nous montrent quand même qu'on n'est pas encore tout à fait dans le vert. Ouais, on avance et on approche. Moi, je voudrais rebondir et juste avant de faire la petite pause, Tony, moi j'ai des petits chiffres à te donner qui vont te parler pour les rues aux écoles notamment. On sait que par rapport à des systèmes de ventilation qui amènent d'abord et qui font de la filtration sur les particules, on sait que si on prend l'air côté rue, on va abattre, parce que c'est quand même une efficacité de la filtration, on va abattre 76% des particules de taille 2,5. Donc déjà, c'est celles qui vont jusque dans nos alvéoles pulmonaires. Mais par contre, si on prend cet air de manière non pas sur la rue passante, mais de l'autre côté du bâtiment, qui naturellement le bâtiment fait écran, on sait qu'on a les mêmes types de polluants qui vont être abaissés de 27% simplement parce que le taux est bien moins fort de l'autre côté. Donc voilà, quelque part également aussi, dans vos logements, dans vos habitats ou les bâtiments, il y a une réflexion qui s'opère, c'est est-ce que l'air que je le prends au bon endroit pour bien faire. Ça contribue aussi quelque part à aller au plus pertinent, notamment, mais on va choisir aussi le type de ventilation en fonction de ce qu'on va avoir besoin, du type de bâtiment et autres. Donc c'est vraiment complexe. Adressez-vous aux professionnels par rapport à ça, parce qu'ils connaissent vraiment bien, les conseillers également. Et puis voilà, ça boucle avec les rues, parce que c'est un sujet qui n'est pas terminé. Oui, complètement, et surtout ça montre que c'est complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a l'approche sur l'air extérieur, sur l'apaisement aux abords je parlais des écoles, mais c'est même globalement les établissements qui reçoivent du public. Et puis après, il y a l'air intérieur à ne pas oublier, et notamment la ventilation dont tu parles. Et je pense qu'il faut réussir maintenant à coupler les deux. Voilà, et à penser l'un avec l'autre, et l'autre avec l'un. Bien évidemment. Une petite pause, je dirais, musicale. On va toujours rester dans l'air et on aime, nous, cet air ici pour bien respirer et puis éviter quelques contraintes. Hein. Ceux qui ont des problématiques respiratoires le savent. On est l'hiver, il fait froid, il y a de la particule, il y a tout ce qui va pas bien et on essaye de vivre avec. Et quelquefois, c'est pas forcément très simple. Mais on va poser ici Love is in the air. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe. And it's there when you call out my name. Love is in the air, love is in the air. Oh, love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must
you. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Love is in the air. Oh, 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 love is in the air. Love is in the air. Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, retour sur le plateau d'Élémentaire, mon cher Nico, avec nous aujourd'hui Tony Renucci de l'association Respire. On l'applaudit? Non? Mes chers auditeurs, vous pouvez, parce que toutes les actions qui sont menées, on revient dans quelques instants dessus. Denis Charpin de l'association de la prévention pour la prévention de la pollution atmosphérique. Pascal Housset, le président de l'association française de ventilation. On brasse de l'air, mais on a un grand plaisir de le brasser dans le bon sens et comme il faut, et surtout dans les débits et les échanges nécessaires et utiles. Et Fabien Schianazzi, membre du Haut Conseil de la Santé publique, fidèle de l'émission, mon cher Fabien. Bienvenue à vous quatre. Tony, alors on parlait de cette qualité de l'air qui s'améliore dans la première partie de l'émission. On peut dire également, paraphraser Fabien, je dirais, on va tous ensemble maintenant dans la direction. Une grande majorité va dans cette direction. Il peut y avoir quelques dissensions ou des intérêts particuliers qui font que c'est pas le cas. On peut dire, comme on le dit pour un couple, heureux sont deux personnes qui regardent ensemble dans la même direction. Et donc je pense que là, ici autour de la table, j'ai pas de doute, on est heureux aussi de porter ce sujet, on est passionné de porter ce sujet de l'air, du bien respirer, de la qualité de l'air. Mais à un moment donné, il faut aller aussi dans la bonne direction. Et tu me parlais tout à l'heure d'un chiffre notamment qui émane de la ville de Paris, ou plutôt de la ville, qui dit qu'il y a plus de 200 maintenant, 200 rues aux écoles. Qu'est-ce qu'une rue aux écoles? Et justement, je sais que l'association Respire est aussi énormément derrière ce sujet et de l'avoir porté. Ça implique quoi? Une rue aux écoles, ça implique qu'on coupe le trafic routier aux abords d'une école, enfin d'un établissement scolaire. Donc ça passe par une piétonisation, ça passe par une fermeture de rue, parfois ça peut être aussi ce qu'on appelle une aire piétonne, c'est-à-dire que seuls les riverains peuvent accéder, ou aussi ça peut être une zone de rencontre, c'est-à-dire qu'on limite la vitesse à 20 km/h, et globalement on essaye de pacifier, d'apaiser, voire même de mettre des aménagements urbains, par exemple pour que les enfants jouent, pour qu'on puisse y poser, qu'il y ait des bancs, etc. D'accord, et donc là, c'est plus de 200 maintenant rues aux écoles, donc ça c'est quand même une au jolie sens large, en tout cas, avec hein. tous les aménagements, mais c'est sûr que Paris est très en avance là-dessus, parce que c'est devenu aussi un élément même urbanistique. Ça fait partie aussi de la stratégie urbanistique de la ville de Paris, et d'autres collectivités s'y mettent. On en trouve aussi à Lille, on en trouve aussi à Lyon, Marseille commence à y réfléchir, mais c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, et d'autres villes, même d'ailleurs en dehors des grandes villes, on voit même ça maintenant en banlieue. J'ai vu ça à Sceaux, j'ai vu ça à Fontenay-sous-Bois, ils sont en train d'y penser aussi à Colombes, donc à Bagnolet. Enfin, il y a quand même beaucoup de villes qui maintenant s'insèrent là-dedans. Donc en l'occurrence, je pense que les collectivités locales, pour certaines d'entre elles, vont dans la bonne direction, en tout cas vont dans cette direction-là. Il y a quand même quelques vents contraires aussi parfois, peut-être plus au niveau national. Je voudrais quand même le dire, parce que, alors pas sur le sujet des rues aux écoles, là c'est très local, mais
le gouvernement aujourd'hui recule sur d'autres aspects de la lutte contre la pollution de l'air. C'est le cas par exemple sur la zone à faible émission, quoi qu'on en pense. Mais les ZFE, on va utiliser le terme. Les annonces que ministre Christophe Béchu a faites n'allaient pas dans le bon sens quand il parle de territoire de vigilance. C'est une façon de dire aux collectivités interdisez juste les non classés parce que la pollution de l'air s'améliore. Ce qui est comme une analyse contestable, parce que c'est pas complet de dire la pollution de l'air s'améliore si on le dit comme ça. Et derrière, dire aux collectivités, maintenant lâchez la bride et ne faites plus des calendriers ambitieux de renouvellement des véhicules. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, on a vu des collectivités renoncer à l'interdiction, par exemple, des critères 4. On considère que c'est acquis, puis que c'est très bien comme ça. Les autres ont fait leur job et nous, on n'a pas besoin de le faire, c'est ça, non ? La situation est bonne, la qualité de l'air s'améliore. Donc, il n'y a plus besoin de se précipiter à interdire des critères, quoi qu'on pense des critères. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Eh ben, à 2 ans des élections municipales, elles ont reculé. Donc, c'est ce qu'on a vu, sans forcément les stigmatiser, mais dans plusieurs collectivités. Et là encore, je voyais ce matin la métropole de Rouen qui disait « Sortez-nous du calendrier national des 5 métropoles concernées par les ZFE parce qu'on a fait les efforts, on améliore la qualité de l'air. » Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y en a aucune aujourd'hui qui respecte les recommandations de l'OMS, il me semble, sur les 40 et quelques. Peut-être Saint-Nazaire, je crois. Il me semblait avoir vu ça. Enfin... Donc, et les efforts seront peut-être même plus importants à faire parce qu'on est en train de réviser la directive européenne et que derrière, ça s'appliquera aussi au droit français avec des normes qui seront a priori plus restrictives. Peut-être pas aussi ambitieuses qu'on veut, mais plus restrictives. Donc là, on va pas du tout dans le bon sens. Donc un pas en avant, 2 pas en arrière. Oui. Et on se dit que si... Et voilà, et si on se dit, et ça c'est vraiment aussi une réflexion qu'il faut qu'on ait pas tous, qu'il faut surtout pas avoir, c'est de se dire ouais, mais on a lancé quelque chose, les autres le font, donc ça aura un impact sur moi sans que j'ai besoin de le faire. C'est surtout ça qu'il faut pas mettre en œuvre, au contraire. Oui, on a besoin de l'effort de chacun. Je vais te donner la parole, Pascal, mais je reprends une phrase aussi qui est importante, qui est l'essentiel, enfin je vous dirais l'essence de la PPA. On est convaincu que chacun peut être acteur de la qualité de l'air et de sa santé. Là, chacun, le mot est important, convaincu que chacun doit faire. Là, on est vraiment dans cette démarche et dans cette ligne-là. Pascal, je te souhaite. Oui, rapidement, c'était pour rebondir sur les ZFE, ça complète mon propos tout à l'heure sur la volonté dans nos activités d'avoir une mobilité propre. Cependant, aujourd'hui, nous n'avons pas l'offre technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les véhicules électriques utilitaires, je parle, proposés pour nos entreprises, nos artisans, etc., n'ont pas des autonomies suffisantes, sont à des tarifs exorbitants que nos artisans ne peuvent pas avoir, des niveaux d'aide qui sont disproportionnés, et puis on nous dit il y a des solutions véhicules hydrogène, des véhicules à plus de 100 000 euros, donc, et en même temps, donc là, encore moins possible. Alors même s'il y a des aides effectivement consistantes, ça reste toujours très très cher. Et donc aujourd'hui, c'est un frein que nous avons. C'est-à-dire que ça fait près de 5 ans aujourd'hui que nous nous battons, et là je parle au nom de la Fédération française du bâtiment, pour travailler avec les constructeurs automobiles français, pour avoir une offre de véhicules adaptés. Et aujourd'hui, on a un constat clair, c'est qu'il n'est pas adapté. Et donc, c'est aussi un frein pour les ZFE, puisque dans ce cas-là, lorsque nos entreprises viennent dans Paris ou dans les grandes agglomérations pour faire des chantiers, l'idée, c'est d'avoir des véhicules, effectivement, qui soient le plus propres possible et éradiquer les diesels des parcs des sociétés. Mais ça a un coût, il n'y a pas l'offre, il n'y a pas l'autonomie et il n'y a pas les structures. Voilà, donc c'est important de le dire. Il y a la volonté, en tout cas, de notre côté, mais ça reste compliqué. Donc, on espère qu'on arrivera à faire avancer ces sujets-là et à répondre aux critères de ZFE. Denis, vous voulez prendre la parole ? Sur la question d'informer la population et de l'accompagner, oui, je voudrais souligner que on a des données finalement assez peu nombreuses sur l'impact sanitaire de la pollution intérieure, parce que chaque logement est particulier. Dans la même rue, on peut voir des situations absolument différentes. D'où l'intérêt vraiment d'accompagner les personnes. À Marseille, on a un projet qui se met en place dans les cités, qui sont des zones pas très favorisées, qui vise à envoyer des citoyens justement de la communauté, des sortes d'ambassadeurs ou ambassadeurs, on pourrait dire. Regardez le mot, ambassadeur, c'est pas mal. Pour faire évoluer les pratiques des ménages, des choses extrêmement pratiques, voir comment fonctionnent les familles et puis qu'est-ce qu'elles peuvent faire de façon simple pour améliorer la qualité de l'air dans leur logement.
Je fais un parallèle avec quelque chose que j'ai eu la chance de connaître à l'époque. L'ADEME avait monté un système comme ça qui s'appelait les familles à énergie positive, qui donnait sur le cadre de l'énergie de dire on fait le diagnostic de votre logement, on accompagne, c'était des ambassadeurs de ça qui disaient, là vous avez une capacité de réduire les types d'ampoules, votre chauffage, peut-être un investissement dans un nouveau type de chauffage pour baisser encore vos consommations, des pratiques tous les jours, baisser vos volets dès que la nuit est tombée, parce qu'on sait que c'est 6 à 7% de gains énergétiques. Là, ça voudrait dire que dans ce cadre-là, on irait on pourrait aller vers quelque chose qui soit des ambassades air, donc des ambassadeurs de l'air. On pourrait utiliser à peu près le même schéma finalement. Parce que c'est de dire, on a des systèmes ou des habitudes ou des pratiques qu'on sait vertueuses, et il suffit de dire, essayez-les chez vous. Parce que chez vous, c'est, je dirais, adapté pour agir de telle manière. Parce qu'en fait, vous le disiez bien, Denis, il y a tous les logements, chaque logement est différent. Et l'impact le plus fort dans le logement sur la pollution, notamment, c'est l'usager qui est à l'intérieur. Il y en a combien ? Il a l'habitude peut-être de faire sa cuisson de telle manière, parce que Tony, vous avez aussi travaillé sur les émissions je dirais de COV sur les cuissons à la poêle au gaz et autres. Donc du coup, il y a peut-être un chemin à creuser là, à cet endroit-là. N'est-ce pas, Fabien ? Oui, en fait, pour éviter toute ambiguïté, parce que tout à l'heure, on a beaucoup parlé du trafic automobile, et je comprends tout à fait, mais il y a d'autres sources de pollution. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller dire uniquement sur une source particulière. Bon, c'est vrai que réduire le trafic routier, ça réduit la pollution chronique atmosphérique, ça réduit aussi le bruit. Hein. Il ne faut pas l'oublier pour nos enfants, autour des écoles, comme on l'évoquait, ou autour des établissements. Des études montrent d'ailleurs que la première des nuisances, c'est le bruit, donc et c'est pas celle-ci qu'on traite en premier. Les deux vont de pair, en fait, et réduire la pollution sonore, ça va aussi avec la réduction de la pollution atmosphérique. Mais ce que je voulais dire aussi, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué, c'est que vis-à-vis des personnes ou des différents acteurs ou des familles, je pense qu'il marche le moins bien, c'est l'injonction. C'est-à-dire, je suis le sachant, donc je vous dis de faire comme ça. Moi, je pense qu'il faut aller plutôt vers la co-construction. La co-construction, c'est-à-dire qu'on réfléchit ensemble comment on peut améliorer les choses. Et plus on va avancer avec les personnes en co-construction de telle ou telle action, plutôt que des injonctions, telles que peut le faire le gouvernement. On fait des injonctions de telle ou telle chose, c'est mal vécu. Et puis, ça culpabilise aussi les personnes, ça les rend inférieurs aussi par rapport aux sachants. Donc, je trouve que la participation, la co-construction avec les différentes parties prenantes, et notamment les familles, notamment dans les environnements intérieurs, eh bien, on arrive à avancer. Et surtout, moi, ce qui me paraît le plus important, et je crois que tu l'as dit aussi, c'est la connaissance ou la méconnaissance qu'ont les personnes actuellement. Alors, on vous parle de la pollution atmosphérique, bien sûr, parce que ça, c'est connu. Je suis pas sûr qu'ils connaissent tout à fait les sources liées à la pollution atmosphérique. Et en général, ils vont avoir une connaissance un peu partielle du sujet. Et quant aux environnements intérieurs, je m'aperçois aussi qu'il y a une méconnaissance des problématiques, des sources de pollution, sur quoi on peut agir, etc. Donc, cet effort de co-construction avec les familles, avec les différents acteurs, permet aussi d'avancer, puisqu'on est dans la phase action, comment on peut avancer de manière plus intelligente avec l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça, comme on le disait Denis, à un moment donné, l'ambassadeur est quelqu'un également qui va, je dirais, apporter ce partage, cette aide, mais qui connaît aussi les personnes vers lesquelles il s'adresse. Oui, donc à un moment donné, il y a déjà je dirais, une appétence plus particulière, une acceptation à minima de ce sujet. Cette personne fait partie de la communauté. Et donc, comme disait Fabien, elle est mieux acceptée. Voilà, il faut passer du bruit qu'on entend à l'écoute. Parce que c'est exactement ça, à un moment donné. En ce qui concerne justement ces prises de conscience, cette envie d'aller parler au plus grand nombre. On a des différentes organisations ici. Pascal, notamment dans le monde de la ventilation, on se dit, la ventilation, l'Association française de ventilation, association de filière, c'est une asso de professionnels pour des professionnels, mais pas que. Non, l'Association française de ventilation va bien au-delà, puisque effectivement c'est une association de filière
de professionnels a pour but justement de solutionner les problématiques à la fois grand public, à la fois bâtiments divers et variés, que ce soit le tertiaire, puisque on opère également dans le cadre du décret tertiaire, rénovation des bâtiments tertiaires. On a parlé des établissements scolaires également tout à l'heure. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à la cuisson gaz quand même, parce que avec l'expertise quand même qu'on en a, à partir du moment où les ventilations des systèmes de cuisson gaz sont bien respectées, selon une réglementation qui date là aussi d'avant des années 80, 78 me semble-t-il, on n'a pas ces problématiques-là. Mais ce qui a été soulevé tout à l'heure à juste titre, c'est que là, on commence à constater des problématiques suite aux cuissons gaz parce que souvent, les ventilations sont obturées. Et donc là, effectivement, ça crée des difficultés. À partir du moment où les systèmes de ventilation, que ce soit ventilation, là pour le coup naturelle, pour les installations gaz, selon les règles de l'art, et ventilation mécanique dans certains cas, puisque les textes le permettent, on n'a pas de problématique. Mais le souci, c'est quand les gens, là aussi, par désinformation ou en pensant dire je vais fermer les bouches de ventilation, j'aurai moins de déperdition de chaleur, ça leur permet de corriger les choses et au final, ça ne fait qu'aggraver. Voilà. Cette déperdition dont tu parles, quelque part aussi, il faut qu'on revienne à quelque chose, je dirais de l'intelligence de fonctionnement. Hein. Une ventilation, elle a la nécessité de faire passer de l'air de manière maîtrisée. On parle des meilleurs systèmes justement qui sont modulants, hein, en fonction de l'activité, en fonction des polluants qui vont être relevés et en fonction aussi de la température, l'humidité, d'autres CO2 et autres. Mais à un moment donné, il faut bien avoir conscience que de l'air qui est maîtrisé dans son volume et dans sa vitesse n'est pas un inconfort. Et la consommation énergétique qui est associée est minime par rapport à justement pas de ventilation ou une ventilation qui nous amène beaucoup plus loin. On a une consommation qui est mieux maîtrisée puisqu'on dit ventilation mécanique contrôlée. Bien sûr. Donc, quel mot contrôlé ? Donc, on contrôle effectivement les débits d'air, mais on contrôle aussi les consommations énergétiques puisque quand on dit aérer, finalement, ça pourrait être la solution. Quand on voit des déperditions énergétiques que ça engendre, finalement, d'ailleurs, il y a des études qui commencent à bien prouver ces propos-là. Ça justifie, on l'a vu avec les établissements scolaires justement avec la période Covid, on a dit il faut ouvrir les fenêtres, ok, ça a été une solution un peu dans l'urgence nécessaire. Par contre, on a eu de la même période après avec la période Ukraine, etc., des hausses énergétiques terribles qui font qu'on s'est retrouvé des établissements scolaires qui avaient des notes de consommation énergétique qui étaient plus maîtrisées là pour le coup, ni contrôlées. Voilà, donc il faut vraiment qu'on arrête de penser que à partir du moment où on a de la ventilation mécanique, ça va consommer de l'énergie, c'est énergivore, etc. Non, c'est l'inverse qui se passe. C'est que si l'installation est bien réalisée, bien dimensionnée, faite par des professionnels, finalement, on maîtrise les coûts énergétiques. Et bien entretenu. Et bien entretenu, bien évidemment. Voilà, bien entretenu. Ça va de pair. Et on est sur des niveaux... je prends un grand garde-fou sur le prix, mais on est sur des niveaux de ventilation avec les systèmes modulants qui ont des consommations de la ventilation inférieures à 40 € par an. 40 € pour avoir une bonne santé, moi je signe 10 fois. À un moment donné, il faut, je préfère m'assurer et me sentir bien chez moi, parce qu'après tout est relatif. Et puis on a aussi notre cerveau qui s'habitue à ces problématiques-là, donc il faut faire attention. Mais sachez que c'est pas difficile et ça coûte pas cher de bien faire finalement. Ça coûterait même moins cher. On parlait tout à l'heure des SUV, c'est-à-dire si on prend des voitures plus petites, plus légères, qui consomment moins, évidemment pour le porte-monnaie, ça va se voir très vite. Ça va se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Mais ayons ça à l'esprit. Les bonnes pratiques qui sont posées, données par les entités qu'ici, par exemple, on a autour de la table, mais il y en a aussi d'autres, les personnes ne sont pas là pour créer, faites absolument ça parce que c'est ultra nécessaire et on va vous vendre quelque chose d'autre derrière. Non, on veut juste que tout le monde soit en bonne santé à la base et qu'on préserve les anciens comme les plus jeunes et les plus fragiles, comme le disait Fabien notamment. Et c'est là toute l'importance. On approche doucement de la fin de l'émission. On a encore un petit sujet important à voir avec vous et vous mettre à l'honneur parce que vous êtes là aussi pour être mis à l'honneur, comme vous le savez. Un petit mot de la fin sur les perspectives. Je dirais, allez, on regarde un peu loin devant soi et on se dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'on fasse pour
continuer à progresser dans notre domaine et peut-être avec les autres, des associations les unes avec les autres, des organisations professionnelles les unes avec les autres. La parole peut-être Tony d'abord. Oui, ça rejoint peut-être les sujets de oui. Respire, mais alors là, le spectre est grand comme ça peut-être. Non, mais il y a beaucoup de choses à faire, mais peut-être sans rentrer forcément dans le détail des mesures un peu idoines. En plus, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, et c'est aussi un peu l'évolution qu'on essaie de prendre avec Respire, c'est comment faire en sorte de s'allier aussi avec les scientifiques, les experts dans leur domaine, pour aussi épouser nos combats. C'est ce qu'on a essayé de faire sur certaines études qu'on a faites, sur certains des sondages aussi qu'on a sortis, et aussi dans le plaidoyer qu'on mène, parce que si on veut vraiment aussi favoriser cette prise de conscience, et je pense qu'elle est très liée aux enjeux sanitaires, pas tellement finalement aux chiffres un petit peu, je dirais, pessimistes sur la pollution, le nombre de morts. C'est vraiment quand on parle des maladies, des conséquences sanitaires qu'on a le plus d'écho. Et ben ça fonctionne, et peut-être que là on a un levier pour faire changer les comportements. Donc je pense que ce sera vraiment de continuer aussi ce travail-là de concert sur les différentes initiatives qu'on prendra. Ça me rappelle la maman qui m'avait appelé, qui habitait Grenoble. Elle m'a dit « Je vais acheter une nouvelle maison, est-ce que vous pouvez me dire si je me mets dans une zone qui sera bien pour mes enfants ?» On a souvent ce genre de questions. Voilà, donc on est vraiment dans une prise de conscience qui est intéressante. Denis, pour vous ? Alors, en conclusion, oui, j'aimerais revenir sur l'information de la population, du citoyen, parce que vraiment tout succès est lié à cette prise de conscience au quotidien, puisqu'on rappelle que le citoyen, la personne dans nos sociétés passe au moins 80% de son temps dans des espaces clos. Et pour les enfants et les femmes enceintes, c'est dans le logement au moins 12 heures par jour. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire porter nos efforts. Oui, et puis le syndrome du bâtiment malsain, il faut l'éradiquer complètement, parce que le bâtiment doit prendre soin de nous, comme vous, au travers de vos organismes notamment. Vous êtes aussi là pour la bienveillance vis-à-vis de ceux qui vont être les usagers, autant des bâtiments que des lieux de circulation, que des lieux d'éducation, que des lieux de santé, parce que évidemment la PPA est aussi avec nombre de ses membres qui sont des personnels de santé, et distille aussi des formations auprès de ces personnels de santé pour les sensibiliser encore et encore plus. Pascal, pour l'Association française de ventilation. Oui, rapidement, c'est continuer la montée en compétences de nos entreprises, de nos artisans, un travail de plus en plus collaboratif, effectivement, avec le milieu médical aussi, pour une meilleure compréhension de la qualité d'air intérieur et des nécessités. Et puis, on aimerait à terme, effectivement, que nos artisans soient un peu les docteurs des systèmes de ventilation, cœur, poumon de l'habitat. Voilà, dans quelques mots, ce qu'on pourrait indiquer comme feuille de route pour l'AV. Très bien, merci. On est sur des belles lancées, on va continuer à se voir. Comme je le dis, la problématique de la qualité de l'air, c'est pas une actualité, c'est du phénomène de chaque jour, et d'aller beaucoup plus loin. Et notamment le mot de la fin pour Fabien, mais on va parler de ce que vous avez devant vous. On est là aussi pour parler des mises en lumière de ceux qui font les choses au jour le jour. Oui, en fait, on disait qu'il faut faire beaucoup d'efforts, évidemment, pour avancer et pour améliorer les choses, mais je crois aussi qu'il faut faire encore plus d'efforts pour combattre les fausses solutions. Car on nous propose aussi, il y a des solutions qui sont acceptables, validées scientifiquement, et c'est celles qu'on va promouvoir. Mais en parallèle, il faut aussi combattre les fausses solutions qu'on nous propose, et là, ça demande encore plus d'efforts, ce que j'allais dire. Ah, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Fabien, un petit mot sur le livre, parce qu'on est aussi là pour ça, pour mettre en lumière ce qui a été fait il y a quelques années. J'ai contribué effectivement à cet ouvrage sur la qualité. Montre-le. Sur la qualité d'air intérieur. C'est bon ? Ici. Là, comme ça ? Voilà. Sur cet ouvrage. Et j'ai écrit 2 articles dans cet ouvrage. L'un portant sur le syndrome du bâtiment malsain et l'autre sur le bâtiment et Covid. Et dans les 2 cas, la ventilation joue un rôle important. Pour le Covid, la ventilation a joué un rôle très important pour éliminer les particules virales présentes dans l'air, les évacuer.
mais aussi dans le syndrome du bâtiment malsain, le C-building syndrome, la ventilation joue aussi un rôle important, car souvent ces bâtiments sont faiblement ventilés, avec une ventilation défaillante. Et dans des exemples que j'ai eu à traiter dans ma carrière professionnelle, il y en a un qui m'a marqué, c'était un open space où il y avait de la ventilation. Mais malheureusement, la circulation de l'air dans l'open space, dans le plateau technique, se faisait très mal. Et donc, il y avait des poches de confinement. C'est la première fois que je voyais ça. Il y avait des endroits, ce qu'on appelle des zones mortes de ventilation, des endroits où le confinement était élevé, on mesurait des niveaux de CO2 très importants. Et donc, la ventilation, ça joue un rôle très important pour améliorer évidemment la qualité de l'air intérieur, mais également la santé, le bien-être des occupants. Sinon, on a ces phénomènes de symptômes qu'on a regroupés sous la dénomination du syndrome du bâtiment malsain. Donc voilà, j'ai trouvé que cet ouvrage était intéressant parce qu'il regroupait un certain nombre d'informations sur la qualité d'air intérieur, et donc j'ai eu l'honneur de participer avec deux articles dans cet ouvrage. Et un ouvrage aussi collaboratif, puisqu'il y a eu 16 écrivains sur ce livre qui ont fait de ce livre, alors je dirais le premier sur la qualité de l'air au global, la qualité de l'air intérieur, de ce qu'il faut faire quand on rénove un logement, de ce qu'il faut faire quand on en fait un neuf, de si on fait rien du tout, ce qu'il faut faire quand même. Et ça donne un éclairage, et il a été énormément diffusé. J'en suis le premier surpris, puisque avec tous ceux qui m'ont rejoint pour pouvoir le mettre en lumière, et surtout on le fait. Ce livre a été fait pour éclairer, faire prendre conscience et, je dirais, partager l'action notamment. Et c'est pour ça que ce livre, vous savez tous, quand on écrit quelque chose, quand on fait une œuvre, il y a des droits d'auteur. Et j'avoue qu'aujourd'hui, on a parlé avec Fabien, avec d'autres membres écrivains, et vous trois, vos associations, ce que vous représentez, on est heureux de vous partager les droits de ce livre à ce jour. Et bien évidemment, pour... au regard des actions que vous menez, des actions et du bon sens que vous mettez dans ce qui est fait notamment, et également à titre d'encouragement pour continuer à suivre cela. Voilà, on n'a pas fait ça pour nous, on a fait ça pour que, évidemment, ça fasse un premier pas pour aller beaucoup plus loin. Et j'ai le plaisir, d'ailleurs, de vous remettre aujourd'hui ce petit élément qui dit justement le collectif des écrivains de la qualité de l'air intérieur pour les nuls est heureux de soutenir, ici c'est l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique, en reconnaissance de ses actions en faveur de la prise en compte et de l'amélioration de la qualité de l'air, et adresse ses encouragements pour celle à venir. Voilà, on s'inscrit dans la durée, ça c'est pour la PPA. Tony, ravi de vous le remettre. Merci. Pour l'association Respire, et ici pour l'association française de la ventilation notamment, et puis évidemment ça s'accompagnera d'une contribution évidemment monétaire pour après que vous en fassiez bon usage, et ça j'en doute absolument pas. Je vous remercie. Un petit mot pour chacun en quelques secondes, parce qu'on est vraiment au bout de l'émission. Merci beaucoup, Fabien, pour tout ça, et puis pour les auditeurs qui veulent le retrouver. Il est dans toutes les bonnes crèmeries, Fnac et autres. Merci Nicolas, en tout cas, pour ce don à l'association. Et puis, si effectivement des personnes souhaitent se procurer ce livre, voire livre dédicacé, comment faisons-nous pour en avoir d'autres ? Vous allez sur tous les sites je cite des marques, Cultura, on va trouver les grandes librairies, on va trouver la Fnac, on va trouver Amazon, tout le monde. Et en fait, le livre, c'est aux éditions First, et c'est la qualité de l'air intérieur pour les nuls. Je sais qu'il est beaucoup diffusé dans des centres de formation professionnelle, notamment thermique, études, fluides, des écoles, également des prises en compte dans des formations de santé aussi. Donc voilà, la pierre à l'édifice. Et puis, c'est un ouvrage qui évoluera avec une autre édition, avec enrichir également. Ça a été le premier ouvrage où il a été question de la Covid-19, Fabien. On avait rajouté c'était en cours de finition pendant la Covid, et on a rajouté le chapitre justement pour aller plus loin et ne pas oublier. On a parlé pas que de la Covid, on a parlé justement des problématiques justement de pathologies associées et des pandémies surtout qu'on retrouve dans les bâtiments. Tony, un petit mot également. Merci surtout pour le soutien et aussi pour la contribution même intellectuelle du livre, et ça nous permettra du coup aussi de financer des nouvelles actions, peut-être même plus sur l'air intérieur qu'on a peut-être un peu moins traité que l'air extérieur. Donc, un clin d'œil pour te dire il faut aller vers ça aussi. Denis.
Eh bien, merci Nicolas pour cette aide et la PPA saura en faire bon usage. Et puis, bien, je suis prêt à revenir parmi vous. Mais c'est obligatoire. Tous ceux qui viennent une fois reviennent toujours sur le plateau de l'émission. Donc, Pascal, Denis, Tony et puis Fabien, Nicolas, merci beaucoup. Je vois pas de cadre pour toi. Pour la reconnaissance pour ton émission, parce que ça fait quand même beaucoup d'émissions que tu fais sur la qualité de l'air, et je pense que tu aurais mérité également une reconnaissance avec un cadre. Eh ben écoute, là, c'est gentil, c'est gentil, on me l'a dit plusieurs fois. Ça fait plus de 5 ans pour l'émission, ça fait plus de 200 émissions, et j'avoue que, vous le savez, je suis vraiment animé par l'amélioration de la qualité de l'air, parce que touché très personnellement par cette problématique, je ne vais pas revenir là-dessus, sur plusieurs plans, mais il est important de se sentir bien et de bien respirer. Merci encore à vous 4, à très bientôt, et puis écoutez, pour bien respirer, il suffit juste d'y penser avec tout ce que ça amène et surtout sortez, allez dehors, faites de l'exercice, ouvrez grand vos poumons, ils ne demandent que ça pour être bien et être en plaisir bien entendu. À très bientôt sur Élémentaire. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.